Bien le bonsoir. Dans l'actualité, l'atmosphère électrique ce matin sur la rue Vincent à Dakar. Le syndicat unique des travailleurs de l'électricité a assiégé la direction générale de la Sénélec. L'organisation réclame la tête du directeur général sur la sellette pour mauvaise gestion. 4 mois sans salaire, sans doute la limite de la patience des animateurs culturels. Ces contractuels du ministère de la Culture interpellent le chef du gouvernement, le chef du département sur cette question. Au lycée technique Maurice Delafosse, il est question d'arrêt de bourse. Les élèves ont tenu un sit-in ce matin. Selon ces génies en herbe, pas un seul franc CFA en poche depuis 2011. Au Nord Mali, première visite du chef de l'État, du chef de gouvernement par intérim, Django Sissoko, et le Premier ministre à s'y rendre depuis le début de la crise malienne. Les sports et enfin l'invité Mounirou Ndiaye, l'enseignant-chercheur économiste, passe à la loupe la proposition du FMI. L'institution de Bretton Woods suggère la réduction graduelle des subventions au prix de l'électricité et des produits pétroliers. L'alternative, une protection sociale mieux ciblée. Le syndicat unique des travailleurs de l'électricité a assiégé ce matin le siège de la direction générale de la Sénélec. Les travailleurs déroulent un plan d'action ainsi pour déloger le directeur général de la Société nationale d'électricité. Il dénonce des conditions de travail peu favorables, également une mauvaise gestion. Le 18 avril prochain, il manifeste pour justement le pousser à la sortie. Ils ont déserté les locaux de la Sénélec pour manifester leur colère. Ces travailleurs regroupés autour du syndicat unique des travailleurs de l'électricité dénoncent la gestion de la Sénélec. Le directeur général n'a pas eu la promptitude de faire ce que les syndicats lui avaient demandé. C'est qu'en fait, d'acheter un logiciel accélérateur qui permettait effectivement au cycle d'être performant. Les clients ont l'impression qu'aujourd'hui, la facture, le kilowattheure est augmentée. Ce n'est pas vrai. C'est simplement dû à la mauvaise qualité donc des compteurs. Des dysfonctionnements qui, pour ces travailleurs, ont des conséquences néfastes sur la Société nationale d'électricité du Sénégal. La mauvaise gestion a fait perdre dans le premier trimestre donc, du recouvrement global plus de 4 milliards du fait d'une simple mauvaise gestion. Parce que simplement, le système qui permet justement de gérer la clientèle et de recouvrer l'argent de Sénélec est devenu obsolète. Du fait de ce déficit-là, aujourd'hui, les délestages ont repris. Autre fait décrié par les travailleurs, l'exploitation dont certains se disent victimes. L'essentiel des travailleurs que vous voyez dans les unités de production au niveau des agences, mais la plupart ne sont même pas embauchés. Il y a eu des salaires, il y a des nets à payer de moins de 100 000 au niveau de la Sénélec aujourd'hui. Le syndicat unique des travailleurs de l'électricité prévoit une manifestation nationale le 18 avril prochain. Ils veulent à nouveau demander le départ du directeur général de la Sénélec. Au sortir de cette manifestation, nous avons essayé de joindre la direction de la Sénélec. Nos tentatives sont restées vaines. Les animateurs du ministère de la Culture disent avoir atteint leurs limites. Ils sont restés, disent-ils, 4 mois sans percevoir leur salaire malgré un statut précaire. Ce sont des contractuels du ministère. Ils interpellent du coup le chef de ce département sur la question. Voici leur porte-parole. Et depuis le mois de décembre 2012, presque depuis l'année dernière, donc, nous n'avons pas reçu nos salaires. C'est pour cette raison que quand on a entrepris toutes les initiatives auprès du cabinet pour être payés, on a même rencontré le ministre lui-même qui nous avait donné l'assurance que les salaires allaient être payés au plus tard le 4 avril. Donc vu que tous les engagements n'ont pas été respectés, donc nous avons décidé d'alerter l'opinion, d'alerter le gouvernement, le Premier ministre et le Président de la République sur la condition des animateurs culturels qui actuellement quand même vivent un calvaire extraordinaire. Le ministre de la Culture en déplacement, sa réaction dans nos prochaines éditions. Lycée technique Maurice Delafosse, les élèves étaient en sit-in ce matin. Ils déclarent ne pas avoir perçu leur bourse. Ce depuis près de 2 ans maintenant. Le proviseur de l'établissement dément et explique. Marie-Christine Mendy. Ces élèves sont en colère contre leur autorité. Ils affirment n'avoir pas perçu leur bourse depuis 2 ans, une raison pour assiéger la cour du lycée. Nous n'avons pas arrêté nos revendications. Le paiement effectif de l'année dernière et de cette année, c'est-à-dire de l'année 2010 et de 2011 et de 2012 à 2013. En tout cas, nous avons commencé par la méthode pacifique. Ça ne passe pas. Maintenant, c'est la méthode forte que nous tenons.
Ce sitting marque leur énième manifestation. Ces grévistes pointent du doigt les autorités du lycée qu'ils jugent incapables de satisfaire leurs revendications. En continuant nos actions, nous avons changé de stratégie. Au lieu de rester ici à parler à une administration qui nous prend comme des enfants, nous allons parler directement au ministère. Et nous croyons plus soucieux de nos problèmes que de l'administration du lycée. Le proviseur du lycée rejette ces accusations. Selon lui, les élèves ont tort. À nos jours, il n'y a eu aucun contact venant d'un élève à l'endroit de l'administration de ce lycée. Aucun élève, ni individuellement, ni en groupe, ni en délégué. Il s'agit d'une aide, un partenariat entre le LTID, le lycée technique d'industrie Maurice Delafosse et le conseil régional de Dakar. Une aide annuelle, une somme forfaitaire de 42 000 francs qu'on donne à chaque élève une fois par an et toujours au courant du mois de juin et de juillet. Depuis le 6 février, les élèves en BTS du lycée technique Maurice Delafosse sont en grève. Ils n'excluent pas d'organiser une marche si toutefois une solution n'est pas trouvée à leur problème. Le monopole de la ferraille désormais entre les mains de la Someta, la société de métallurgie africaine. Le patronat prône la formalisation du secteur. Le syndicat des ferrailleurs et brocanteurs du Sénégal accepte finalement le protocole d'accord que l'État leur avait soumis. Et une fin heureuse donc après plusieurs mois de réticence. Diafaraba Ibrahim Kamara. Après plusieurs mois d'inactivité, le syndicat des ferrailleurs et des brocanteurs a finalement rejoint le patronat et le ministère du Commerce. Pour essayer de réunir la famille de la ferraille qui était un peu dispersée, parce que ces opérateurs faisaient partie de nous, et ces divisions allaient nous affaiblir, raison pour laquelle c'était dans l'urgence de regrouper la famille pour pouvoir continuer le combat et prendre les acquis. Ce qui nous a poussé à aller essayer de s'accommoder à ce projet de décret, c'est que non seulement les gens ne travaillent pas, il y a un besoin pressant, par exemple, de reprendre l'activité. Et dans ce protocole d'accord, tout n'est pas mauvais comme tout n'est pas bon. Il y a des acquis que nous pouvons prendre et nous pouvons continuer, par exemple, les discussions et les négociations avec les autorités étatiques pour pouvoir approfondir les choses et avoir d'autres acquis. Le patronat prône une formalisation du secteur de la ferraille. Le but même de tous ces protocoles qui ont été signés entre syndicats ferrailleurs, syndicats des ferrailleurs, regroupement des ferrailleurs et ministère et l'industrie locale, c'est dans un but aussi de réorganiser le secteur. Le secteur aujourd'hui est très informel. Le prix qui a été fixé lors du protocole d'accord n'est pas un prix plafond, c'est un prix plancher, carreau. Donc ça veut dire que c'est un minimum. Donc libre à chacun de vendre sa ferraille au prix minimum, comme aussi si on arrive à négocier un bon prix meilleur que le prix plancher, moi je trouve pas de problème à ça. Le syndicat des ferrailleurs veut mettre l'État du Sénégal à l'épreuve. Il continue de croire que la société de métallurgie du Sénégal ne pourra pas à elle seule acheter toute la ferraille collectée au Sénégal. Nous avons toujours crié haut et fort que l'unité industrielle qui est là ne peut pas absorber la collecte nationale, la ferraille que nous collectons. Raison pour laquelle, à partir de ce projet de décret, nous pouvons pourvoir l'unité industrielle pour montrer ses limites et reprendre l'exportation. L'interdiction de l'exportation effective, le protocole d'accord signé, un comité de veille est mis sur pied par l'État et les parties prenantes pour un strict respect des accords. Le sac de 25 kg de lait en poudre passe à 65 000 francs CFA. Il s'est changé jusque-là contre 55 000. Réaction immédiate sur le marché. Commerçants et consommateurs demandent aux autorités de reconsidérer bien entendu cette mesure. Il faut débourser plus pour se procurer le lait en poudre importé. 8 000 à 10 000 francs de plus sur le sac de 25 kg. La situation inquiète. On n'a presque plus de bénéfices, c'est cher. Tout ce qu'on souhaite, c'est que le prix du sac soit revu à la baisse. Avant, cette quantité était vendue à 100 francs. Aujourd'hui, je l'ai acheté à 200 francs. Ces commerçants craignent une baisse de leur chiffre d'affaires. Je vends 2 à 3 bassines de lait caillé par jour, mais aujourd'hui j'ai des craintes parce que je suis en banlieue.
Le produit ne s'écoule pas facilement. Je pense même que maintenant, je vais vendre à partir de 100 francs. Le problème est tout autre chez ces consommateurs qui peinent même à acheter en détail. Avec cette hausse, les commerçants n'accepteront plus de vendre les petites quantités et cela n'arrange pas les petites bourses. Vous voyez, les sachets actuellement ont considérablement diminué. Je pense que la solution serait maintenant d'acheter du kinkeliba pour le petit déjeuner, parce qu'avec ça, on ne peut pas nourrir toute une famille. Après l'augmentation du prix de l'huile, place au lait en poudre. Les populations s'attendent à d'autres hausses sur d'autres produits alimentaires. Conservation de la biodiversité, la direction de l'environnement a présenté son rapport ce matin. Le document concerne le territoire national. Voici quelques aspects de sa teneur. L'atelier que nous réunissons aujourd'hui est un atelier de partage par rapport à un document diagnostique qui entre dans le cadre d'un processus d'actualisation de la stratégie nationale et du plan national d'action pour la conservation de la biodiversité. Stratégie qui a été élaborée en 1998 et pour laquelle, par rapport au nombre d'années de mise en œuvre, il fallait qu'il y ait au moins d'abord un état des lieux pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et aussi intégrer de nouvelles dimensions résultant de la Convention sur la diversité biologique. À Saldé, c'est dans le nord du Sénégal, le poste de santé de la localité ne l'est que de nom. Une image d'Épinal donc qui cache mal l'absence d'équipement et d'un personnel compétent. C'est du moins la conclusion, l'analyse et le vécu de la patientèle. Une ambulance en panne depuis plus de 3 ans, manque de personnel qualifié, entre autres mots dont souffre ce poste de santé de Saldé, une localité située dans le département de Podor. Ici, il n'y a pas de moyens. Bon, même ici, même l'accueil, ça fait problème. Il n'y a pas de hangar, il n'y a pas aussi de 16. Les 16 ne sont pas suffisants. Et aussi au niveau des chambres, parfois ça manque de matériel. On a une ambulance mais qui est en panne depuis, ça fait un peu longtemps, depuis plus de 3 ans. Mais moi j'ai trouvé que l'ambulance est en panne. C'est l'ambulance qui se trouve là-bas. Selon l'infirmier chef de poste, ce centre de santé ne bénéficie d'aucune aide des collectivités locales. Nous, si on se base seulement sur les malades, on ne peut pas avoir les recettes qu'il faut parce qu'il y a beaucoup de dépenses. Ici, on paye l'électricité, c'est cher, on paye les factures d'eau, on achète les médicaments, on achète les registres, on achète des matériels de tensiomètre et tout le matériel on achète. Bon, c'est comme il y a plus de dons, hein? Presque on ne reçoit rien de l'État. Maintenant, l'État dit qu'il a décentralisé au niveau des collectivités locales. Mais pratiquement, on ne reçoit pas grand-chose des collectivités locales. Pour alléger la souffrance des populations de Saldé et environ, l'Association pour le développement de la localité a initié des journées de consultation gratuites. Il faut référer l'individu qui doit enlever sa dent ou bien une consultation d'ophtalmo, il faut référer jusqu'à Ndjoum ou à Podor, c'est très loin. C'est trop loin, il faut passer la journée là-bas ou même passer la nuit là-bas. Et il y a des gens qui manquent de moyens, traînent avec des maladies, des années. C'est ces occasions-là qu'ils profitent pour régler les problèmes de santé. Les journées de consultation, ça se passe très bien. D'habitude, les infections ORL, les infections respiratoires sont les plus fréquentes. Mais aussi, on a noté aussi des cas aussi d'hypertension artérielle et surtout aussi des affections oculaires. À l'image de Saldé, d'autres villages vivent la même situation. Les populations parcourent des kilomètres pour avoir recours à des médecins spécialisés. Journée médicale et pharmaceutique du Waalo, un laps de temps pour combler un vide. L'accès aux soins, un réel problème pour les populations de Nit, c'est dans le département de Dagana. 40 médecins et 48 heures pour des consultations gratuites. Tchernofal.
La communauté rurale de Nyit se situe dans le département de Dagana, dans la région de Saint-Louis. Pendant 2 jours, les populations de la localité ont bénéficié des soins médicaux gratuits. Une initiative que les Walo Walo ont magnifiée à sa juste valeur. C'est la première fois que nous avons fait la communauté rurale de Nyit. Nous avons fait ndax mag ñi gis nañu ci seen bopp ñi mënul ñëw ñi mën dox gis nañu ci seen bopp. fekkee dina wax dëgg rek lii moom mos a fi am fekk la fi nga nekk di faj la gratuit ah ñàkkuloo dara ndax xam nga jamono ji métti ji ku am njaboot ku ne sonn nga waaw ku la dimbali ku ne mooy sa xarit. Environ 2000 personnes ont été consultées. Beaucoup d'entre elles ont reçu également des médicaments. Parmi les maladies les plus fréquentes, on note l'hypertension artérielle et le diabète. Bon, c'est les maladies qu'on voit souvent, c'est des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle. Il y a le diabète, il y a les parasitoses chez les enfants, chez les personnes âgées, il y a les lombalgies chroniques, les arthroses. C'est des maladies qu'on voit souvent dans les milieux. Parce qu'il y a un défaut de praticiens. Ces journées médicales et pharmaceutiques ont été initiées par l'Association pour le développement du Walo. Par rapport à nos 3 principes de veille, d'alerte et d'accompagnement, lors de nos tournées précédentes, on a vu que la santé était un besoin réel pour ces populations-là. C'est pourquoi, en un laps de temps, nous avons pu mobiliser ce que nous avons sous la main pour venir aujourd'hui faire ce que nous pouvons pour contribuer au relèvement de ce secteur qui est le secteur de la santé. Cette cérémonie marque la première édition des journées médicales et pharmaceutiques du Walo. Une équipe médicale composée de 40 médecins et d'une dizaine de tradipraticiens a été mobilisée pendant 2 jours dans le village de Nyit. Et puis cette première en Afrique de l'Ouest, une semaine de gastronomie de la Thaïlande à Dakar. L'événement se tient du 23 au 28 courant, une initiative de l'ambassade de Thaïlande à Dakar, une occasion également d'échanges culinaires avec le Sénégal. Vous savez, organisera du 23 au 28 avril cette semaine culturelle et gastronomique à Dakar. Cet événement consiste de Thaïlande et les Sénégalais. On est loin l'un des autres, mais il faut qu'on fasse connaître mieux notre pays, notre culture aux Sénégalais, aussi bien que les Sénégalais en Thaïlande dans l'avenir. Au Mali, Gao a accueilli ce jeudi le chef du gouvernement pour la toute première fois depuis le début de la crise malienne. Diango Sissoko, Premier ministre par intérim, a rencontré des personnalités civiles et militaires, dont des officiers français. Il a salué par ailleurs l'intervention des troupes françaises contre les islamistes armés. Et puis en France, justement, le grand rabbin a démissionné. Gilles Bernheim a reconnu avoir plagié divers auteurs, ceux pour une agrégation de philosophie. Il l'a annoncé lors d'un conseil exceptionnel. Manfatou Ndoye, bonsoir. Bonsoir Khalifa. La page des sports avec du football d'abord. Oui, c'est bien plus qu'un jeu. Retiens bien le nom du dernier ouvrage de Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, a présenté ce matin son livre dans le cadre du club de la presse de l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive. Une présentation qui s'est faite au stade Léopold Sédar Senghor. Après Marseille, le 8 mars dernier, Dakar est la deuxième ville où l'ancien président du club phocéen a fait donc face à la presse au sujet de ce livre autobiographique, ouvrage déjà en vente dans les librairies dakaroises. Il reste encore 2 journées avant la fin de la manche allée du championnat de Ligue 1 de football. Il est difficile pour le moment de pronostiquer sur le nom du prochain tenant du titre, même si actuellement Diambar mène la danse au sein de l'élite. Tout reste à faire selon des observateurs, car les rencontres en deuxième partie de saison seront âprement disputées. Reportage de Chertidiane John, image de Ababacar Kamara. Diambar, leader de la Ligue 1 sénégalaise avec 5 points d'avance en plus d'un match en retard à disputer. Une avance conséquente mais pas insurmontable pour ses poursuivants immédiats. Pas très éloignés les unes des autres. Diambar, c'est vrai, c'est l'équipe qui joue la mieux au ballon. C'est l'équipe qui a un fond de jeu très clair, c'est sûr. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a une différence immense entre Diambar et les autres. Maintenant, est-ce à dire que Diambar va confirmer sa réussite à la phase retour? Ça va être un peu difficile. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous constatez
fin de cette phase aller, les équipes sont montées en puissance. Le champion en titre peut-il se mêler à la course? Oui, affirment nos interlocuteurs. En plus, le Casasport a gagné en expérience malgré la perte de certains de ses éléments clés. C'est clair que bon, ils ont déjà 4 matchs en retard et puis quand on voit ils ont 13 points, 4 matchs, s'ils gagnent les 4 points, ils reviennent un peu sur les autres. Mais c'est pas à ce niveau-là seulement le Casa va gagner, parce que je pense que le Casa a pris de l'expérience au niveau des compétitions africaines. Ils ont de la qualité de jeu, ils ont de très bons joueurs. Il est vrai qu'ils ont perdu toute leur ligne d'attaque de la saison dernière qui leur a permis de gagner. Le championnat est encore long, il reste également des journées à jouer en plus de la phase retour. Nyartali, non seulement qui joue très bien au football, mais Nyartali peut sonner le réveil. Et Duc aussi, c'est vrai que Duc, c'est un club qui démarre très bien ou bien qui joue très bien en milieu de championnat, mais qui termine très mal. Mais attention, c'est 3 à 4 équipes sur lesquelles aujourd'hui il faut compter. Il y a là... Du début jusqu'à la 11e journée, Ndiambar était invincible. Question, quels sont les dangers qui guettent le club de Saly? Se focaliser déjà sur ce pas son beau parcours, c'est ne pas tout de suite penser que écoute c'est fini, on va terminer champion, du tout, ce serait l'erreur fatale à faire. Djambar, c'est de prendre match par match sur le rétroviseur, ça va permettre aux joueurs de se concentrer sur l'objectif final, c'est de remporter le championnat. Et leur efficacité, ils ont perdu un peu de leur efficacité offensive. Ça joue très bien, ils ont de la qualité de jeu, mais ils ne marquent pas beaucoup de buts. Puis je pense que les équipes maintenant ont compris comment jouer Djambar. Je pense qu'il faut les empêcher de jouer, il faut les empêcher de développer leur jeu, les prendre déjà au départ dans leur propre camp au lieu de pour ne pas relancer. Difficile de deviner de quel côté va tomber la pièce, il faut la lancer après pour savoir. Cher Tidiane Dione, merci. Cher Mag, forfait pour la prochaine journée de Ligue 1 française. L'international sénégalais s'est blessé aux adducteurs à l'issue d'une séance d'entraînement avec son club, le FC Toulouse. Cher Mag devrait être absent entre 2 et 3 semaines. Nous restons en Europe pour parler des quarts de finale de l'Europa League qui se joue ce soir, en ce moment même. Déjà, Chelsea, vainqueur donc à l'aller avec 2 buts d'écart, s'est qualifié aux dépens de Rubin Kazan en déplacement en Russie. Les Blues ont été tout de même battus sur le score de 3-2. La Lazio joue en ce moment même avec Fenerbahçe avec un handicap de 2 buts à remonter à la mi-temps, 0 partout entre les deux équipes, tout comme Newcastle dont l'adversaire est Benfica. Les Magpies ont été battus à l'aller 3-1. En Suisse, le FC Bâle reçoit actuellement Tottenham après avoir obtenu un nul chez les Spurs, le FC Bâle qui mène pour le moment sur le score de 2-1. On parle de la Ligue des Champions, on connaît les équipes qualifiées pour les demi-finales. Le FC Barcelone qui a quand même concédé le nul au Camp Nou devant le PSG en partout, mais avait déjà marqué 2 buts à l'extérieur lors de la manche aller. Et puis les Allemands qui confirment leur supériorité devant la Juventus de Turin. Ils se sont imposés, le Bayern s'est imposé sur le score de 2-0. Le point avec Cher Sadi Boutiara. Barcelone s'en sort bien. Méconnaissable en première période, les coéquipiers de Xavi sont bousculés par un Paris Saint-Germain fringant. Les Français vont même concrétiser leur domination sur un but de Pastore à la sorte d'un superbe 1-2 avec Ibrahimovic. Le coach de Barcelone, Tito Villanova, réagit en faisant entrer leur joueur fétiche Lionel Messi. Ce dernier sonne la révolte sur une de ses passes. David Villa sème la panique dans la défense parisienne qui renvoie le ballon sur Pedro qui égalise sur une belle frappe. Le score ne va plus évoluer. Barcelone passe en demi-finale grâce à ses 2 buts à l'extérieur. Le Bayern Munich va aussi jouer les demi-finales. Les Bavarois ont encore dominé la Juventus comme à l'aller sur le score de 2-0 grâce aux réalisations de Mario Mandzukic et Claudio Pizarro. Les 4 demi-finalistes sont maintenant connus. Ils se nomment Real Madrid, Barcelone, Borussia Dortmund et Bayern Munich. Le tirage au sort est prévu ce vendredi. Le Paris Saint-Germain, éliminé de cette prestigieuse compétition européenne, n'a pas démérité. Alain Giresse, consultant de la RFM, hier à l'occasion du match FC Barcelone-PSG, constate que le club parisien est en train de bâtir une équipe compétitive au plan européen. FC Barcelone-PSG, un match qui a tenu en haleine les amateurs durant 90 minutes. Son point de vue au micro de Tidiane Dione. On va le prendre sur l'ensemble des 2 matchs, c'est-à-dire que Barcelone n'a pas battu Paris. Malheureusement, la différence de but, c'est Barcelone qui se qualifie, ce qui démontre que Paris a réussi à bâtir une équipe compétitive au niveau européen. Qu'elle, ce soir, à Barcelone, elle s'est défendue, mais elle a démontré qu'elle avait des aptitudes à ce niveau. Elle a fait un match homérique, ça s'est
Ça s'est joué à peu de choses. Ça s'est joué évidemment sur l'entrée de Messi, qui a été déterminant dans son entrée parce qu'il a su créer l'action qui a mené le but. Des Barcelonais qui ont été fébriles, des Parisiens qui ont joué crânement leur chance. Donc c'était un bon match, plein de suspense, plein d'émotions et voilà, ça s'est joué à peu de choses. C'est Barcelone parce qu'ils ont des joueurs, un joueur plus talentueux que sur Messi, que les deux équipes possèdent. Voilà, Khalifa, comme quoi il faut toujours un Messi pour sauver la mise. Hier, ça a été le cas avec le FC Barcelone. Et justement, mais avec les Parisiens, c'est assez frustrant parce qu'ils perdent, mais sans avoir trop perdu. C'est ça, ils ne perdent pas sur le terrain, mais oui, ce sont les règles du football européen. Donc 2 buts marqués à l'extérieur qui leur vaut cette élimination. Une belle frustration. Mounirou Ndiaye, économiste, Mounirou Ndiaye qui est enseignant-chercheur, il nous éclaire dans quelques instants au sujet de la proposition du Fonds monétaire international, le FMI, l'institution de Bretton Woods, qui suggère la réduction graduelle des subventions au prix de l'électricité et des produits pétroliers. L'alternative, une protection sociale mieux ciblée. En 2012, l'enveloppe était à 160 milliards de francs CFA. Dissa Prera. Le Fonds monétaire international a manifesté sa désapprobation à la subvention sur les prix de l'électricité. Dans un communiqué, l'institution exprime sa vive préoccupation par rapport à la situation du secteur énergétique. Le même communiqué note que les subventions sur les prix de l'énergie et produits pétroliers ont coûté plus de 160 milliards de francs CFA aux contribuables sénégalais et resteraient encore élevés en 2013. Ce qui constitue aux yeux du FMI un fardeau difficilement supportable pour les finances publiques, peu justifiable dans la mesure où seule une faible part des subventions profite aux plus démunis. Pour le Fonds monétaire international, il s'agit de procéder à une réduction graduelle de la subvention pour le remplacer par une protection sociale mieux ciblée. Dans l'avis de l'institution, l'entrée en service des centrales utilisant des technologies plus efficaces et moins coûteuses, mais aussi va engendrer des gains substantiels à la Sénélec. Dissa Prera, merci. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Khalifa. Alors, a priori, la mise en pratique de cette suggestion du Fonds monétaire international engendrerait une hausse du prix de l'électricité, mais qu'en est-il de la finalité? Permettez-moi d'abord de faire une remarque, parce que, vous savez, le FMI, la Banque mondiale, je salue leur action au niveau de l'Afrique. Depuis 30 ans, ils nous donnent des recommandations, et ces recommandations-là n'ont pas été suivies de beaucoup d'effets. Aujourd'hui, nous avons les mêmes problèmes. Ce qui nous incite aujourd'hui à revisiter nos rapports avec ces institutions-là et les prérogatives qu'on leur accorde dans la formulation de notre politique économique. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'indépendance et notre action sur le plan économique est beaucoup plus gênée par ces recommandations-là. Moi, je dis que pour interdire ou bien pour demander d'arrêter des subventions, je pense qu'il y a des enquêtes à faire. Aujourd'hui, les enquêtes de la DPE, Direction de la Prévision et des Études économiques du Sénégal, avaient donc montré que les délestages coûtaient 1 à 2 points de croissance économique par année. Si vous prenez 1 à 2 points de croissance économique par année, ça fait dans les 600-700 milliards. De combien on va subventionner le secteur pour obtenir 700 milliards supplémentaires pour que le secteur de l'électricité puisse être capable de pouvoir subvenir aux besoins d'électricité des Sénégalais? Je pense que ceci mérite des enquêtes. Vous ne pouvez pas se lever un bon jour et dire qu'on va arrêter des subventions. De toute façon, l'arrêt des subventions... Si on s'arrête sur la recommandation, sur cette suggestion, quelle serait sa finalité? Même si de toute façon, ça engendrerait une hausse. Sa finalité, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont bien argumenté. J'accepte leur argumentaire, c'est-à-dire dire que l'État devrait accorder beaucoup plus. Ces moyens-là auraient pu aller dans la politique sociale du Sénégal. Mais je dis qu'aujourd'hui, accepter arrêter les subventions au niveau du secteur de l'électricité, arrêter carrément les subventions au niveau du secteur de l'électricité, ce n'est pas quelque chose d'envisageable, économiquement parlant. Parce que vous arrêtez les subventions, vous allez augmenter les prix. Vous augmentez les prix, bon, même si ce n'est pas le consommateur lambda qui va beaucoup en pâtir, ce sera peut-être les industriels. Vous savez que les coûts des facteurs de production sont très élevés. En face aussi, de notre côté, il faut savoir que le Sénégalais doit savoir aussi que le prix de l'électricité doit augmenter à une certaine mesure. Pourquoi? Parce qu'en 2004, par exemple, le baril du pétrole était à $32. En 2011, 2013, nous sommes à plus de $120, autour de $120. Ce qui fait que donc le carburant ou bien le fuel est définitivement cher. Les Sénégalais doivent accepter des concessions à ce niveau pour accepter des augmentations de salaire. C'est une dictée du marché global. À combien donc
Les Sénégalais doivent-ils accepter, jusqu'à quel niveau les Sénégalais doivent-ils accepter des augmentations de prix et jusqu'à quel niveau le gouvernement subventionner? Il ne faut pas dire que le gouvernement ne doit pas subventionner. Pourquoi? Parce qu'une subvention, Khalifa, une subvention, c'est que ça soit au niveau de l'agriculture, au niveau des autres produits. Une subvention, c'est quoi? Je baisse les prix. Quand je baisse les prix, j'augmente la consommation. Il y a des TVA supplémentaires. Quand la consommation augmente, la production augmente. Il y a l'impôt sur la production aussi. Est-ce que l'agrégation de l'impôt sur la production supplémentaire et de la TVA supplémentaire ne pourrait pas permettre de rembourser la subvention? Je pense que ça demande un raisonnement beaucoup plus complet et que des enquêtes soient faites et que la prudence soit de fait aujourd'hui pour essayer d'apporter une solution. Et justement, pour revenir sur cet argumentaire du FMI, une réduction graduelle pour une protection sociale qui profiterait aux plus démunis. Alors, la gestion remettrait-elle en cause du coup la politique économique du Sénégal? Est-ce que c'est une remise en question? Non, ce n'est pas une remise en question. Je pense que ceci rentre dans le cadre de l'ISPE. Instrument de soutien à la politique économique, c'est toujours ce qu'ils ont recommandé de faire. Et d'ailleurs, ils ont bien reconnu dans le rapport sur le terrain, dans la pratique, en ce qui concerne nos spécialistes, nos économistes. Oui, c'est ça. C'est que tout simplement ici, je l'ai déploré dès le début de mon propos, c'est que ici, les spécialistes, les économistes ne sont pas consultés. On nous pond des rapports à chaque fois, les experts au Sénégal, ils disent voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Alors que les Sénégalais doivent avoir quand même leur point de vue sur la manière de résoudre leurs problèmes. Parce que je pense que les Sénégalais sont là et ils maîtrisent eux-mêmes plus que quiconque les problèmes auxquels ils sont confrontés. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait faire la place et que des rapports pondus à la va-vite soient faits et que les Sénégalais puissent se conformer à ces rapports-là. Je pense qu'il faut être prudent à ce niveau-là et essayer d'intégrer les Sénégalais dans la formulation des politiques. Mais difficile, voire compliqué, pour ne pas dire impossible, compte tenu de la dépendance économique. C'est ça, je l'ai dit au début. Nous sommes dépendants et nous n'avons pas de liberté dans la formulation de nos politiques économiques. Donc le préalable serait cela, serait de régler cette question de la dépendance. De la même manière aussi qu'aujourd'hui, au préalable, il faut faire en sorte que l'énergie soit disponible donc, en quantité suffisante pour permettre d'éviter les délestages qui nous ont coûté 600 à 700 milliards de PIB. Ceci pourra renforcer le pouvoir d'achat des Sénégalais en termes de création d'emplois et ensuite, les prix pourront augmenter et que le système pourra... Moi, je dis simplement que tout ceci repose sur une reformulation globale qu'il faut faire de la politique économique sénégalaise en impliquant davantage les experts sénégalais. Je l'ai dit tantôt, c'est que l'économiste Serif Salifsi a fait une conférence récemment pour aborder la question de nos rapports avec ces institutions-là. Je pense que 30 ans de coopération sans délivrance, ça suffit pour qu'aujourd'hui, l'on se remette autour de la table pour redéfinir nos rapports, pour redéfinir nos lignes de politique économique dans le sens de nos intérêts aussi. Ok. Alors, d'un point de vue purement technique, qu'est-ce qui empêcherait le Sénégal d'essayer d'explorer d'autres chemins, d'autres voies et moyens, comme par exemple l'énergie solaire, par exemple, vous savez, ou les énergies renouvelables de façon générale? À ce niveau-là, bon, vous savez, il faut que le Sénégal se départisse un peu de son mécanisme d'endettement. Pour avoir la liberté de faire ce qu'on veut, il faut faire comme l'ont fait les Coréens à une certaine époque, comme l'ont fait les Brésiliens. C'est-à-dire se départir un peu de l'endettement. Parce que l'endettement crée la dépendance. La main qui donne, la main qui dirige. Nous ne pourrons pas avoir cette liberté-là pour dire voilà la politique énergétique que nous voulons, tant que tout simplement nous allons solliciter l'aide des étrangers. Si ces gens-là nous aident, ils vont être préoccupés naturellement de la possibilité pour nous de les payer. C'est pourquoi ils sont là pour nous dire faites ceci, faites cela. Je pense que le Sénégal doit s'arrêter à un certain moment pour essayer de dire, voilà, je vais essayer de faire un financement sénégalais, un financement panafricain comme on l'appelle, pour essayer d'éviter la dépendance et donc les injonctions ou bien les inflexions qui nous sont imposées dans la formulation de nos politiques économiques. Alors, théoriquement, c'est bien beau, mais concrètement, est-ce possible? D'un point de vue du spécialiste, Mounirou Ndiaye. Mais moi, je dis simplement que, qu'est-ce qui fait l'endettement dans un pays? Qu'est-ce qui fait cette dépendance-là? Cette dépendance, c'est parce que nous avons besoin de l'argent des autres. L'endettement est un peu obligatoire. Mais l'endettement, c'est un peu obligatoire. Je ne dis pas que la dette intérieure doit être systématiquement évitée, parce que les arriérités permettent à l'État de pouvoir avoir soufflé un peu, de pouvoir faire dans les priorités. Je dis aussi que l'endettement extérieur, c'est normal. Mais une dette qui a été de 1072 milliards, 1022 milliards en 2006 et qui chiffre aujourd'hui à 3041 milliards, et 3500 milliards au bout de l'année 2013, je pense que c'est alarmant. Il faudrait que les Sénégalais trouvent au moins... Les gens ont toujours dit que la dette ne pose pas de problème. Mais l'endettement chronique aussi, ça décourage l'investissement. Ça annihile toutes les capacités ou bien toutes les possibilités de faire de la croissance et d'encourager les initiatives. Je pense que nous sommes en contradiction avec ce modèle-là et que le Sénégal pourra quand même suivre un programme de désendettement qui lui permettra de souffler un peu en se basant sur ce que Macky Sall a initié, c'est-à-dire la réduction du train de vie de l'État, l'éviction d'un certain nombre de dépenses inutiles et ainsi de
de suite. On fera progressivement des efforts qui nous permettront d'avoir une dette maîtrisée et de pouvoir s'en passer. Donc si des individus... dire que l'administration sale est sur la bonne voie? Bon, je ne dis pas que oui, je ne dis pas que c'est sur la mauvaise voie. Je dis que tout simplement, il y a les jalons qui sont posés et que si cette logique basée sur la bonne gouvernance et sur la rationalisation des budgets de l'État est poursuivie, nous aurons des résultats tout à fait positifs. Très bien. Alors pour revenir à cette enveloppe, 160 milliards de francs CFA en 2012, mais encore élevé cette année, bien qu'en baisse. Alors comment comprendre justement les mécanismes qui, de façon terre à terre, peut justement suggérer une aberration? Bon, vous savez, moi je dis que le gouvernement du Sénégal, c'est un gouvernement souverain. Nous sommes là, nous avons un budget, nous l'exécutons chaque année. Nous avons jugé nécessaire de faire des subventions. L'année dernière, le gouvernement a subventionné le secteur électricité pour 160 milliards. Bon, il y a d'autres années où ça a été plus. On a dit que depuis 2001, le secteur a englouti plus de 1200 milliards. Ce qui fait que donc ça, c'est des options que le Sénégal avait prises. De toute façon, il faut savoir que ce qui a nécessité ces subventions-là, c'est que nous étions confrontés à une situation inédite où les populations ne pouvaient pas donc encaisser ou bien ne pouvaient pas supporter une vérité des prix avec la cherté du baril du pétrole et que l'État devait intervenir pour qu'il y ait tout simplement que les populations puissent supporter cela. Maintenant, aujourd'hui, il faudrait communiquer à ce niveau-là. Il faudrait montrer aux populations sénégalaises que la vérité des prix, c'est quoi? C'est que la vie coûte cher à travers le monde. Il y a des tensions sur les matières premières. La population mondiale augmente. Les Asiatiques ont un pouvoir d'achat qui augmente. Les BRICS ont un pouvoir d'achat qui augmente. Ils tirent la consommation mondiale alors que l'offre ne suit pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes aujourd'hui, mais l'offre est sapée aujourd'hui par des inondations, des catastrophes naturelles et un tarissement des réserves en pétrole. Ce qui fait que donc les prix sont définitivement chers. Maintenant, quand la vie est chère, le Sénégal doit accepter que les coûts de production sont chers et accepter aussi que tout simplement la vérité des prix s'installe progressivement et que dans ce schéma-là, le gouvernement ne doit pas être absent. Moi, je ne suis pas contre les subventions. Donc, on peut retenir en définitive que le fardeau, pour reprendre le FMI, n'est pas tant insupportable. Il suffirait juste de changer d'approche. Il suffit juste de changer d'approche, je suis tout à fait d'accord. Nous pouvons aujourd'hui... Moi, ce à quoi j'invite ces gens-là, le gouvernement, le FMI, c'est d'approfondir la réflexion, de voir comment on va rebondir. Parce que de toute façon... Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Stiglitz, Joseph Stiglitz, qui a écrit un livre qui s'appelle La Grande Désillusion, dans lequel il a attaqué les méthodes qui sont utilisées par le FMI pour aider les pays pauvres. Il dit que ces méthodes-là n'ont porté aucun fruit et que ça ne portera pas de fruit. C'est un expert de la Banque mondiale, un ex-expert de la Banque mondiale qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, si tel en est le cas, il faudrait aujourd'hui que l'on voit comment on va redéfinir nos rapports avec ces institutions-là, pour essayer aussi, parce que ces institutions-là aussi sont interpellées sur leur obligation de se conformer à ce qui a donc poussé à leur création à Bretton Woods en 1948. Très bien, merci Mounirou Ndiaye. Nous restons sur notre fin, mais nous devons libérer cette antenne. Nous sommes au terme de cette édition. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.